Bonjour à tous et merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. On va donc parler aujourd'hui donc à 14 heures de la démocratisation de l'investissement non coté. On a même donc décidé de rebaptiser cette table ronde, donc démocratiser l'investissement non coté vers une nouvelle révolution française. Alors, pour vous mettre un petit peu de contexte, on peut donc constater une baisse des investissements des particuliers, une légère baisse également des investissements dans la French Tech versus 2022. Et là, on se rend compte que si on veut positionner la France comme leader européen, il va falloir relancer l'investissement et trouver des mécanismes complémentaires à tous les outils qui peuvent être en place. Par exemple, France 2030, BPI France, sans vouloir prêcher pour ma paroisse. Donc avec l'investissement de nos côtés, tout le monde peut devenir investisseur, tout le monde peut comprendre les mécanismes de développement des entreprises. On pourrait même parler donc d'une notion de citoyenneté, voire d'utilité publique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux acteurs incontournables, je pense, sur ce sujet. Donc le fonds Tudigo et monsieur le député Paul Midi. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bon, merci beaucoup. Moi, très content d'être avec vous cet après-midi et d'être avec toi parce que c'est une très très belle boîte Tudigo. Donc, il faut pousser ce que vous faites. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me présente, c'est ça? Oui, c'était juste la présentation. Oui, je commence par ça parce que sinon, j'allais me mettre à parler du sujet. Donc, Paul Midi, moi, je suis député de l'Essonne. Ma circonscription, c'est 80% du plateau de Saclay. Donc, tout l'écosystème d'innovation Paris-Saclay avec 15% de la recherche française. Beaucoup de laboratoires de recherche et développement de grandes entreprises, et puis un bel écosystème de start-up, essentiellement de start-up deep tech d'ailleurs, qui est un de nos objectifs, un de nos focus maintenant depuis quelques années. Donc moi, avant d'avoir été député, j'ai été entrepreneur. Alors pas dans la deep tech, j'étais dans le e-commerce, j'étais directeur général de Frishti, si vous connaissez. J'ai fait toute l'aventure Jumia, qui est le Amazon africain, la première licorne africaine qui a été maintenant mise en bourse. Et voilà, puis maintenant, en tant que député, en tant qu'élu, je suis évidemment très focalisé sur les sujets d'innovation, de numérique, évidemment des financements de nos startups, de nos PME innovantes. Et donc, voilà, très content d'être avec vous aujourd'hui. Ravi également. Je m'appelle Alexandre Lingue et donc je suis très content de vous retrouver aussi aujourd'hui. Je suis le cofondateur de Tudigo, qui est une plateforme d'investissement non coté qui permet à toutes et à tous d'investir dans des startups et PME innovantes ayant un impact positif sur la société et l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par investissement non coté? C'est le fait d'investir au capital ou à prêter à des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. C'est une classe d'actifs qui est sur les 10 dernières années une des plus performantes, 14,2% de rendement annuel en moyenne sur 10 ans. À la bourse, c'est un peu plus de 10%, l'immobilier 5%. Et c'est un marché, le non-coté, l'investissement non-coté, qui a longtemps été l'apanage des fonds d'investissement et des élites, mais sur lequel on constate chez Tudigo depuis 3 ans en tout cas, un engouement très très fort des Français, parce qu'on voit chez nous les montants d'investissement doubler tous les ans, et puis tous les ans, dans les différentes études, les Français s'y intéressaient de plus en plus à cet investissement qui leur permet de concilier rentabilité et sens. Et voilà. Et donc Tudigo, pour quelques chiffres, c'est 75 000 investisseurs ces 3 dernières années, 150 millions d'euros investis dans plus de 200 entreprises. Voilà. Merci à tous les deux. Et je ne me suis pas présentée. Du coup, Louise Caron, responsable de tous les sujets start-up et visibilité deep tech chez BPI France. Donc, ravi encore plus de vous avoir. Alors, ma première question pour lancer cette table ronde, ce serait en quoi est-ce que l'investissement non coté aide-t-il à la compétitivité nationale? Peut-on le voir comme un moyen de pousser la culture entrepreneuriale auprès des Français? Et on peut malheureusement constater une petite hausse du chômage qui reprend. Serait-ce un levier pour favoriser le plein emploi? Oui, oui et oui. Donc oui, démocratiser le capital des portes ouvertes du coup aujourd'hui. C'est aider à la compétitivité nationale. Si vous pensez à un pays innovant et compétitif au niveau international, vous pensez à quoi? France. Bien sûr. France. Bon, on pense quand même souvent aux États-Unis, et les États-Unis, on ne sera pas étonné de constater que c'est le pays dans lequel il y a le plus d'investissement en capital risque, en capital investissement. Les États-Unis, c'est 240 milliards d'euros investis en capital risque. La France, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 26 milliards. Les business angels américains, on se parle de 29 milliards d'euros. En France, si on prend plateforme de crowdfunding, crowd equity, donc particulier, et business angel, au global, on est à peine à 200 millions sur l'année dernière. Donc, vous voyez les ordres de grandeur. Les Américains mettent 10 fois plus que les Français en non-coté. C'est un rapport de 1 à 10, 0,1% de l'épargne des Français en non-coté,
10 fois ça aux États-Unis. Voilà. Donc, et si on regarde finalement les plus grosses capitalisations boursières mondiales, sur les 10 plus grosses, vous en avez 7 qui sont des boîtes tech. Et dans ces boîtes tech, vous avez Amazon, vous avez Tesla, vous avez Apple. Ça, c'est des entreprises qui, avant d'être introduites en bourse, ont eu besoin de faire appel à des capitaux privés. L'investissement non coté, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, démocratiser l'investissement non coté et donc augmenter le montant d'investissement qu'on va flécher vers ces startups, ces PME, c'est un levier énorme pour la compétitivité française. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais pourquoi nous, en tout cas majorité présidentielle avec le président de la République, on essaye de pousser cet écosystème de start-up et de PME innovantes qui sont donc des PME non cotées dans 99,999% des cas. Parce que ça nous permet d'atteindre 3 objectifs. Le premier, c'est d'être souverain sur les technologies du futur. Je pense qu'on a tous un objet de ce type dans notre poche. Ça n'a été ni construit ni designé en Europe, ça a été designé en Amérique, aux États-Unis et construit en Chine. Ça ne peut pas nous satisfaire. On a raté cette étape-là, on ne peut pas rater celle d'après. Donc la meilleure façon d'être souverain sur une technologie, c'est de la développer soi-même directement. Et donc, il faut évidemment qu'on soit, par exemple, sur l'intelligence artificielle, qu'on soit numéro 1. Donc, c'est nos belles boîtes aujourd'hui, Mistral, Alice et Bob, Helsing AI, il y en a beaucoup d'autres. Il faut qu'on puisse les financer. Les Google, Apple, Amazon, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des startups. D'accord ? Donc, c'est comme ça que ça a marché. Et elles ont marché parce qu'elles avaient un système de financement extrêmement favorable, extrêmement punchy aux États-Unis. Donc, 1, souveraineté technologique. 2, la transition écologique. On ne fera pas la transition écologique sans innover, en tout cas dans la trajectoire que nous, on propose politiquement. Si je fais simple, il y a la trajectoire de décroissance. Ça, pour aller au zéro carbone, c'est relativement facile, mais il faut accepter une trajectoire de décroissance. Nous, on propose une trajectoire de croissance. On continue à faire croître nos richesses, à créer de l'emploi. Pour cela, pour réussir à faire le zéro carbone, il faut qu'on innove. Il nous manque 50% des innovations pour réussir cette trajectoire de croissance et en même temps faire le zéro carbone à 2050. Donc, bien sûr, il y a une partie de ces innovations qui se fait dans les grands groupes, mais il y a une énorme partie qui se fait dans nos startups, nos PME innovantes. Le nucléaire du futur, bien sûr que EDF va en prendre une part, mais ce sont les startups, Narea, Jimmy et autres qui sont sur les futures technologies, les petits réacteurs. Et au moment où EDF est à fond sur la construction de 14 EPR, ce qui n'est pas une mince affaire déjà pour les 15, 20, 30 prochaines années, on a besoin de nos startups pour faire ça. On a besoin d'une startup comme Beyond Aero pour aller faire l'avion bas carbone, le premier avion bas carbone, j'espère en 2030, et qui sera français et européen. Donc ça, c'est la transition écologique. On ne le fera pas sans les startups. Et troisième point, tu parlais d'emploi, c'est que nos startups, nos PME innovantes, nos PME en croissance, c'est un de nos plus gros moteurs de création d'emplois. Elles ont créé entre 300 000 et 500 000 emplois ces dernières années, et elles ont la capacité de refaire la même chose dans les prochaines années, entre 300 000 et 500 000, c'est-à-dire un tiers de notre chemin vers le plein emploi. Et donc, même si j'enlève tous les arguments d'avant d'innovation, de souveraineté technologique, de transition écologique, investir et pousser les Français à investir dans nos startups et nos PME innovantes, c'est rentable parce que ça nous permettra de créer de l'emploi et d'aller au plein emploi d'ici 2027. Et pour rebondir là-dessus, nous, ce qu'on voit chez Tudigo, c'est qu'on finance 3 projets par semaine. Chaque projet génère en moyenne 10 emplois par an. Je donne un exemple. On a financé cette année, par exemple, Le Train, qui est une compagnie, le premier opérateur français de train à grande vitesse, donc qui va concurrencer la SNCF sur le Grand Ouest et permettre de relier des villes qui ne l'étaient pas et qui nécessitaient de passer par Paris. Le Train, dans 2 ans, c'est 200 emplois créés. Chez Tudigo, là, on a, sur les 3 dernières années, participé à créer déjà plus de 10 000 emplois directs, 10 000 emplois indirects. Voilà. Donc l'impact, il est très fort parce que ces entreprises qui lèvent des fonds, donc qui font appel à des fonds, à des particuliers pour récupérer de l'investissement, consacrent cet investissement à recruter des gens pour le développement du produit, pour se développer commercialement. Voilà. Donc c'est un vrai levier de création d'emplois. Et du coup, comment concrètement est-ce qu'on peut donner aux citoyens le pouvoir de participer donc, au financement de l'économie nationale ? Quels sont les dispositifs ? Et surtout, du coup, forcément, on a tous entendu parler du fameux dispositif Paul Midi. J'aimerais beaucoup que vous puissiez revenir sur sa jeunesse, ses points saillants et quelle est son ambition. Oui. Alors, avant d'arriver à là, je vais commencer par ta première question. Parce que une des grosses différences entre la France
que tu mentionnais et les États-Unis, c'est un sujet de financement. Et la très grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, ils ont des fonds de pension qui ont une capacité d'investissement énorme. Et nous, on n'a pas de fonds de pension parce qu'on a choisi, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec l'innovation, un système de retraite par répartition. Donc, on n'a pas de fonds de pension, mais on a de l'épargne privée. Il y a 5 000 milliards d'épargne privée dans la poche, entre guillemets, des Français, qui est, comme tu l'as dit, très peu investie dans le non-coté, donc dans nos startups et nos PME innovantes. Elle est pour un tiers dans les boîtes cotées, investie dans les boîtes cotées, et pour 2 tiers dans tout un tas de sujets qui sont utiles, mais beaucoup moins productifs et encore moins productifs en emploi que les entreprises dont on parle. C'est l'immobilier, c'est via, par exemple, l'assurance vie, le financement de la dette d'État, qu'elle soit française ou étrangère. Et donc, il y a très petite part de ces 5 000 milliards qui est vers l'innovation, les PME et les startups. Et donc, il faut qu'on arrive à en mettre une plus grosse part. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que dans notre pays, on a des incitations fiscales dans tous les sens, sur tous les sujets. Et on en a beaucoup, massivement, qui poussent justement les Français à aller investir dans l'immobilier, investir dans la dette d'État, etc., etc. Il y en a très peu, voire quasiment pas, pour pousser les Français à investir dans les startups et les PME. Et donc, c'est ça qu'on veut changer. C'est notamment par le levier de l'incitation fiscale, se dire que si on donne une incitation fiscale, c'est-à-dire que la puissance publique paye une partie de l'investissement, il faut que ce soit pour une bonne raison. Et la bonne raison, c'est que c'est des investissements qui sont risqués et qu'on a besoin que les Français aillent investir de plus en plus sur ces investissements-là. Après, je peux continuer sur le dispositif, mais je ne veux pas monopoliser la parole, donc je ne sais pas si tu veux réagir. C'est clé ce que tu fais avec sur ce que vous avez parlé, cette réforme Paul Midi. Mais oui, la fiscalité, c'est un sujet qui adresse un des freins à l'investissement. Il y en a plusieurs, hein, mais un des freins qui est la peur de perdre. Et nous, on le constate en fait avec un des dispositifs fiscaux qui est bien moins ambitieux que ceux qu'on peut avoir en Angleterre ou encore en Belgique ou que ceux dont va parler Paul tout de suite. Hein. Mais l'IR-PME à 25% qui permet aux Français de défiscaliser 25% du montant qu'ils investissent dans des startups et PME innovantes, hein, et nous on le voit tous les ans sur Tudigo, amène énormément de Français à faire le pas du non-coté parce que finalement ils viennent réduire de 25% le risque. Pour certains, c'est finalement ce qui va les amener à s'y intéresser. Mais nous, chez Tudigo, on le voit, on a 10 000 personnes tous les ans qui bénéficient de ce dispositif fiscal. Et en France, l'IR-PME 25% a permis de lever entre 300 et 500 millions d'euros, selon les années. 80 000 personnes qui en ont bénéficié l'année dernière. Voilà. Les Anglais, pour vous donner un ordre de comparaison, ont des dispositifs qui amènent à défiscaliser entre 30 et 50% des montants investis. Les Belges, ça va de 25 à 45%. Voilà. Donc, il y a des évolutions à faire là-dessus et c'est un vrai levier pour aussi permettre la démocratisation du non-coté et donc de venir aller chercher sur ces 5 000 milliards d'épargne qui sont un potentiel d'investissement qui est colossal. Et tu as raison de citer le cas anglais parce que je crois que c'est le meilleur en Europe. Il a été d'ailleurs dans la liste des dispositifs d'incitation pour l'investissement des particuliers dans les startups, il a été ranké numéro 1 par la Commission européenne. Donc nous, on s'en est beaucoup inspiré. Effectivement, quand tu es contribuable au Royaume-Uni, tu peux investir jusqu'à 2 millions d'euros dans une startup deep tech et être défiscalisé jusqu'à 30%, 50% dans certains cas. Ce qui permet d'aller couvrir des vrais tickets d'investissement de business angel et de générer du volume. Ils génèrent comme ça 2 milliards d'euros d'investissement chaque année avec ce système-là. Ça fait 30 ans qu'ils l'utilisent et ça marche très bien. Donc le président de la République avait dit pendant sa campagne 2022, il faut qu'on reproduise un équivalent de ce système-là qui marche bien et qui doit permettre d'aller attirer plus de financement pour nos startups et nos PME innovantes. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi, je l'avais proposé dans un rapport que j'ai remis au gouvernement avant l'été et le président avait annoncé cette mesure à Vivatech et on l'a mise dans le budget 2024-2028. Donc ça s'appelle la mesure Jeunes Entreprises, qui est un renforcement très important de tout le dispositif dit JEI, pour ceux qui connaissent, Jeunes Entreprises Innovantes. Donc on s'est calé sur ce dispositif avec 4 types de leviers. Un levier pour embaucher, un levier pour lever des fonds, un levier en aide en trésorerie et un levier en aide en accès à la commande publique.
Mais si je creuse sur la partie lever les fonds, c'est l'équivalent de l'incitation fiscale anglaise ou de l'incitation fiscale belge. Mais les Allemands s'y sont mis, les Espagnols s'y sont mis aussi, donc il fallait absolument qu'on s'y mette. Et donc on peut, avec ce qu'on a mis dans le budget, aller investir jusqu'à 150 000 € dans une jeune entreprise innovante, avoir une réduction d'impôt sur le revenu de 30%, c'est-à-dire jusqu'à 50 000 € hors du plafond des niches fiscales. Je le mentionne parce que c'est important pour ceux qui utilisent déjà tous ces outils fiscaux. Et on a, ça c'est pour, je dirais, la jeune entreprise innovante classique. Et on crée pour la première fois le statut de Startup Deep Tech, qu'on va appeler en bon français JEIR, Jeune Entreprise d'Innovation de Rupture. Et pour celles qui sont dans cette catégorie, le taux d'incitation fiscale, il ne sera pas de 30%, mais de 50%. Parce que dans l'innovation de rupture, ça dure plus longtemps, c'est plus risqué, c'est donc plus difficile de lever des fonds. Et donc, il faut qu'on donne une incitation fiscale supplémentaire. Parce que derrière ces innovations de rupture, c'est l'avion bas carbone du futur, c'est l'industrie nucléaire, c'est l'intelligence artificielle et c'est les technologies sur lesquelles on doit être numéro 1 en français et en européen. Et j'allais justement ajouter, en effet, là par exemple, pour donner un petit ratio, donc tu parlais de la poche disponible, il faut savoir que les startups Deep Tech, là, à fin octobre 2023, ont levé 3 milliards. Donc quand on se rend compte du potentiel qu'on peut avoir, clairement, il y a des choses à faire. Et aussi, dans les tendances d'investissement, on considère une baisse des petits tours de table, des tours en amorçage. Ce qui fait qu'on a d'autant plus besoin de business angels, d'investisseurs particuliers pour aller financer la deep tech. Alors après, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec la définition de deep tech. On en parle parce qu'on est dedans, mais peut-être juste pour... Alors, vous voulez peut-être définir... Oui, je peux. Deep tech, alors, deep tech, ça veut dire... il y a d'ailleurs plusieurs définitions. Il y a celle de BPI C'est France. pour ça, qui n'est pas une définition, si je suis très précis, pardon de vous embêter là-dessus, mais il y a un programme Deep Tech et il y a des boîtes qui passent dans ce programme Deep Tech et donc qui disent qu'elles sont Deep Tech parce qu'elles passent par le programme Deep Tech. Mais on n'avait pas de définition claire jusqu'ici. En gros, c'est quoi? C'est des startups qui utilisent des technologies issues des laboratoires et des technologies de rupture. Donc, ce n'est pas de l'innovation marginale qui est parfaite et qui est super, c'est vraiment de l'innovation de rupture. Donc, c'est l'ordinateur quantique, c'est l'intelligence artificielle, c'est le nucléaire de 4e génération, etc., etc. Et on n'avait pas, effectivement, à part la définition de BPI France, un statut officiel, et c'est ce qu'on crée à partir du 1er janvier 2025 avec les JEIR. On a pris un critère qui est très simple, voire simpliste, puisque dans le programme JEI, vous savez qu'on compte, pour ceux qui connaissent, on définit une jeune entreprise innovante, c'est une PME de moins de 8 ans, moins de 250 salariés, et qui dépense dans sa base de coûts plus de 15% de ses coûts en recherche et développement, en R&D. Si vous satisfaisez ces 3 critères, vous êtes jeune entreprise innovante. On a mis pour les jeunes entreprises d'innovation de rupture un critère qui est non pas à 15%, mais au moins à 30%. Si un tiers de vos coûts, c'est du recherche et développement, c'est que vous commencez à bien ressembler à l'innovation de rupture et donc à une start-up deep tech qu'on appellera JEIR en bon français. Super, merci. Est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose ou on passe Après, au-delà de ces dispositifs fiscaux, je pense que les autres vrais sujets et les freins à lever, c'est ceux de l'éducation financière. Aujourd'hui, un des plus gros freins au déploiement de l'investissement de non coté chez les Français est le fait que la raison pour laquelle on voit qu'il y a un engouement de plus en plus fort, c'est le fait que les Français ne se sentent encore novices en investissement. On a fait une étude récemment auprès de 1000 personnes avec un cabinet, un institut de sondage qui nous a montré que 46% des Français se considèrent encore novices en investissement et les Français qui considèrent bien connaître le non-coté, dernière étude France Invest, c'est un peu moins de 25%. Voilà. Il y a une progression parce qu'on voit quand même que ça progresse de 25% tous les ans. Relativement, donc c'est intéressant, mais ça c'est un des freins. Et nous chez Tudigo, effectivement, on l'adresse en essayant de rendre l'investissement de nos côtés le plus simple, clair possible, et puis en mettant aussi en place une académie de l'investissement pour former les gens à l'investissement. Donc ça, ça fait partie aussi des autres leviers en complément des dispositifs fiscaux qui, oui, je pense, sont essentiels et on le constate effectivement tous les ans. Et je rajoute un point de comparaison avec le Royaume-Uni, qui est un bon exemple. Effectivement, en France, on a à peu près 4 à 5 000 business angels qui lèvent, tu l'as dit, 200 millions d'euros. Mais au Royaume-Uni, c'est 20 à 25 000 business angels qui lèvent 2 milliards d'euros par an. Et je veux dire, ils ne sont pas plus riches que nous. Où ils n'ont pas moins d'opportunités d'investissement sur d'autres sujets, où ils n'ont pas 10 fois plus de meilleures opportunités d'investissement. Donc, par contre, la vraie différence, c'est que ça fait 30 ans qu'ils ont une incitation fiscale extrêmement
puissante et qui a permis de développer tout cet écosystème. Donc là, on met en place cette incitation fiscale. C'est évidemment l'élément qui doit initier, catalyser, mais après, je te rejoins, tu as le sujet de l'éducation, le sujet de l'accompagnement. Donc on a besoin de plateformes comme vous pour développer ça. Et puis, il faut que notre écosystème continue de grossir pour que le nombre de startups, de bonnes opportunités pour investir, il continue de croître. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un cercle vertueux, parce que finalement, plus l'investissement non-coté devient démocratique, se popularise, et plus la perception des entrepreneurs sur leur capacité à pouvoir être financés aussi devient importante. Et c'est un peu comme quand vous fixez un objectif qui vous semble irréaliste, inatteignable. Vous n'allez pas vouloir le poursuivre. À partir du moment où on est de plus en plus à investir en non-coté, ça devient quelque chose de commun, de plus en plus commun. Et donc, ça incite de plus en plus d'entrepreneurs à se lancer, à être dans des projets qui sont ambitieux. Parce que les projets, effectivement, décrits ici, les projets de Deep Tech, sont des projets sur 5, 10, 15, 20 ans, des développements de technologies de rupture qui vont demander beaucoup de capitaux avec des chances de succès qui ne sont pas toujours très importantes, mais qui ont le potentiel de révolutionner l'économie, la planète, tous les usages. Du coup, je pense qu'on a déjà un peu digressé donc, sur ma troisième question qui était donc, sur la fiscalité, comme pierre angulaire. Bon, du coup, je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors oui, j'aurais bien parlé d'impact. Du coup, est-ce qu'on voit une hausse en fait, des investissements à impact qui est un peu en miroir au final de l'évolution des habitudes de conso? Aujourd'hui, c'est indissociable. Enfin, pour la plupart des gens, en tout cas ceux qu'on a chez Tudigo, ceux qui viennent nous voir, c'est indissociable. On l'a vu aussi avec la récente polémique sur les fonds ISR qui ont conduit Bruno Le Maire à faire une réforme de ce label pour les rendre plus clairs aussi. Les Français, les épargnants veulent de la transparence, veulent savoir dans quoi ils investissent et souhaitent que leurs investissements soient en accord avec leurs valeurs. Il y en a encore qui sont 100% sur le rendement, mais de plus en plus, ils prennent en considération l'impact sociétal, l'impact environnemental. Pour certains, c'est un calcul. Et nous, chez Tudigo, on considère que c'est aussi un bon calcul. Parce que lorsque vous investissez de manière générale, mais encore plus en non-coté, vous investissez pour demain. Vous investissez sur le long terme. Et les entreprises qui ne prennent pas en considération les enjeux sociétaux, environnementaux d'aujourd'hui et de demain ne sont pas des entreprises qui demain auront des places importantes dans l'économie et auront un potentiel de croissance qui sera de toute façon limité. Donc aujourd'hui, on considère que l'impact, c'est quelque chose d'essentiel pour les épargnants, c'est essentiel pour nous en tant que catalyseur d'investissement aussi, mais c'est aussi la condition sine qua non d'une rentabilité, rentabilité sur le long terme. Alors, il y a des très bonnes nouvelles. Je vous renvoie à l'étude d'Atomico qui est sortie récemment et dont les échos s'en sont fait l'écho, sans vouloir faire de mauvaises blagues, pardon, qui regarde un peu l'évolution des investissements au niveau européen. Cette année, on est à 30% des levées de fonds qui vont vers la green tech. On n'a jamais été aussi haut. En 2021, c'était 10%. Donc, en 3 ans, on a fait x3 sur la part des investissements qui vont vers les startups green tech. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle et ça montre ça décolle vraiment. C'est-à-dire qu'on en parle depuis longtemps, la green tech, mais là, il y a vraiment une conjonction entre les financeurs, les investisseurs, les entrepreneurs qui se sont mis sur ces sujets, les pouvoirs publics dans tous les pays du monde qui font avancer les sujets. Et donc là, on voit que ça décolle très fortement. Donc ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Premier point. Deuxième point, je mentionne dans le dispositif Jeunes Entreprises, on a beaucoup de startups à impact qui ont du mal à être jeunes entreprises innovantes. Voilà, parce que ce n'est pas le bon pourcentage de R&D, parce que ce n'est pas compté de la même façon, etc. etc. Nous, on a passé 10 ans à développer la French Tech avec beaucoup de digital, de SaaS B2B, ce qui est très bien, mais on veut élargir le panel des innovations, focus Deep Tech, focus Green Tech, et donc on a adapté ces critères pour qu'on multiplie par 2 le nombre de startups qui rentrent dans ces dispositifs et pour aider notamment les startups à impact à pouvoir rentrer dans ces dispositifs d'aide. Donc ça, c'est, je dirais, très, très, très concret et je voulais le mentionner. Voilà. Fantastique, merci. Et oui, puis par exemple aussi pour remettre ma casquette Deep Tech, évidemment, c'est vrai que dans le top 10 des levées, si je ne vous dis pas de bêtises, celle de 2022, on avait plus de la moitié qui était Green Tech. Donc on voit vraiment que, et puis là, les investissements, même en 2023, se dirigent vraiment vers la Green Tech. Les investisseurs ont compris le sujet. Même on pourrait parler de Vercor également.
tout le monde en a entendu parler, cette giga levée à 2 milliards. Alors en réalité, ce sont 800 millions en equity et le reste en aide et subventions. Mais voilà, on voit qu'il y a un réel décollage sur le sujet. Et ce qui est intéressant en investissement de mon côté, c'est qu'on est sur des entreprises. Si vous allez demain, vous souhaitez investir, si vous ne le faites pas déjà, dans des startups, des PME innovantes, vous êtes sur des entreprises qui sont encore à taille humaine, sur lesquelles vous allez la possibilité de vraiment aller comprendre tout ce qui est fait et plonger dans les bilans financiers, mais aussi extra-financiers. Là où effectivement, lorsque vous investissez dans des grosses entreprises cotées en bourse, voilà, vous avez beaucoup moins de visibilité sur l'ensemble des activités. Vous avez des rapports, mais ces entreprises-là ont en général une mission qui est bien définie, des engagements, on le voit de plus en plus, je pense que vous le voyez sur toutes les startups qui sont là, elles prennent en compte ces dimensions-là dans leur stratégie, dans leurs approvisionnements. Voilà. Non, ça, c'est très important parce qu'il y a le tiers de l'argent qui va sur les startups green tech. Mais les autres, c'est des entreprises très spécifiques parce qu'elles se construisent en étant totalement vertueuses versus la transition écologique. Je ne connais pas une seule start-up, et si jamais vous en trouvez une, dites-le moi, où l'entrepreneur ou l'entrepreneuse se réveille le matin en se disant comment je vais brûler plus de pétrole ou brûler plus de gaz. Je veux dire, les entrepreneurs, les entrepreneuses aujourd'hui qui créent des start-up, à 100%, elles fabriquent leur entreprise dans leurs process, dans leurs objectifs, totalement en lien, en cohérence avec nos objectifs zéro carbone à 2050. Donc ça, c'est très important. Les grands groupes, c'est très compliqué de faire leur transformation pour aller zéro carbone, mais ils y vont. Une PME, c'est très compliqué. Une PME qui a 20, 30, 50 ans, c'est compliqué aussi de changer ses process. Mais une start-up qui vient de commencer, elle commence by design en cohérence avec la transition écologique. Donc quand vous investissez dans une start-up ou quand nous, financeurs publics, on finance des startups, on est sûr à 100% d'aller financer des startups qui soit font directement la transition écologique, soit ils participent par la création de leur activité. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin peut-être. Je crois qu'on a peut-être 3 minutes encore. Vous avez des questions ou non Non, les questions, ce n'était pas prévu. C'est le brief qu'on m'a donné. Je pense qu'on a fait un bon tour. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'investissement de mon côté, n'hésitez pas à suivre Paul sur LinkedIn, Paul Midi, moi-même aussi, Alexandre Lingue. Et puis, venez nous voir. Venez me voir si vous le souhaitez pour parler de Tudigo. On peut vous mettre en place, mettre en relation avec des conseillers chez nous, des conseillers d'investissement qui peuvent travailler sur la construction de stratégies d'investissement personnalisées à votre profil, à vos attentes, à ce que vous souhaitez faire dans l'investissement de nos côtés. On est ravis d'échanger avec vous. Merci. On me fait signe qu'il reste 5 minutes. Est-ce que je prends des questions du coup? On est autorisé? Moi, je suis ravi, toujours, bien sûr. J'ai aucun problème. Eh bien, allons-y. Au contraire. Ah, super, merci. Y a-t-il des questions, du coup? Il y a monsieur, je crois. Oui, bonjour. Je suis investisseur depuis un certain nombre d'années et je trouve qu'il n'y a aucune publicité qui est faite sur l'IRPME. Il fallait piocher. On a les publicités classiques, les investisseurs plan-plan, du style La Poste à Assurance Vie, mais IRPME, il n'y a aucune publication qui est faite. Je trouve que c'est un peu dommage. Oui, je suis d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que moi, comme toi, on est ici. Alors, moi, le dispositif dont je parle, il vient d'être intégré au budget. Donc, c'est tout nouveau et c'est pour ça qu'on pousse. D'ailleurs, moi, j'ai lancé un Tour de France de l'innovation où je fais notamment le tour des capitales et des communautés French Tech pour vraiment pousser, et avec les réseaux de Business Angel, avec les réseaux de CGP, pousser ces sujets-là. Après, le gouvernement, quand il dépense de l'argent pour communiquer sur des sujets, souvent, ce n'est pas pour communiquer sur des incitations fiscales. C'est plutôt sur la prévention routière, sur le harcèlement. Voilà. Donc, je n'ai jamais vu, mais j'ai peut-être raté ça, des campagnes du gouvernement pour pousser des sujets d'incitation fiscale. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, mais normalement, on attend des acteurs comme Tudigo, comme les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, les banques, les réseaux de Business Angel, de faire le boulot. Et donc, voilà. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant et je pense qu'il faut qu'on le fasse collectivement. Et c'est pour ça que moi, en tant que député, ce qui n'est pas mon premier job non plus, j'y prends ma part parce que ça me paraît très, très important. Et il faut savoir qu'il y avait un vrai sujet d'accessibilité. En fait, l'investissement de mon côté, c'était quelque chose qui n'était pas accessible
aux particuliers. Nous, aujourd'hui, on l'a rendu accessible dès 500 €, des 1 000 € dans la plupart des projets. Tout le monde peut investir. Et on a eu par exemple une application d'économie circulaire qui permet de sauver tous les ans 17 millions d'objets, 700 000 aliments. Vous pouvez faire un don toutes les 2 minutes. Le ticket d'entrée, on l'avait fixé à 300 €. On a eu plus de 2000 personnes qui sont devenues actionnaires de cette entreprise. Mais donc ça, c'est aussi, c'est un des premiers freins aussi, c'était cette accessibilité qui empêchait de faire une communication très grand public et donc de le faire savoir. Parce que ça ne va pas être trop le coup de faire savoir à tout le monde qu'il y avait cette possibilité d'investir et de défiscaliser 25% si vous n'aviez pas en face les moyens d'accéder à ces entreprises. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, par ici. Merci. J'avais aussi une question par rapport à ce que vous disiez à peu près au début de l'interview. C'était concernant du coup le marché plutôt préféré des Français qui est effectivement l'immobilier. De loin, je crois que le pourcentage d'investissement immobilier est à peu près le plus gros en France ailleurs qu'en Europe. Outre le fait de la fiscalité, les thèmes de la fiscalité que vous abordiez, est-ce que vous pensez que ça pourrait être simple avec une communication telle que vous prenez de changer l'état d'esprit des Français et de réussir à leur faire prendre plus de risques tels qu'ils le conçoivent en allant vers des investissements plutôt boursiers, voire non cotés plutôt. Voilà. Ouais, non, mais très bonne question. Alors, parfois, je suis un peu caricatural pour forcer le trait. Je pense qu'il ne faut pas totalement opposer les deux. Quand vous avez un peu d'argent à investir, c'est normal que vous vouliez investir dans les choses peu risquées et dans les choses un peu plus risquées. Et vous définissez vos proportions. Par contre, là où moi je suis un peu plus taquin, c'est quand je regarde les incitations fiscales qui existent dans notre budget, et il y en a beaucoup pour inciter fiscalement à ne pas prendre de risques. Donc je me pose la question de l'intérêt. Alors pareil, c'est encore une taquinerie parce qu'on a besoin de gens qui investissent dans l'immobilier parce qu'on est de plus en plus nombreux dans ce pays et qu'on a besoin de construire des logements. Voilà, évidemment qu'on a besoin de ce secteur. Mais je pense que globalement, les incitations fiscales qu'on a dans notre pays, elles sont globalement pas très bien orientées. Donc on essaye de mieux les réorienter vers la prise de risque, la création d'emplois. Et donc si vous voulez investir dans l'objectif du plein emploi, si vous voulez investir dans la réindustrialisation du pays, si vous voulez investir très concrètement dans la transition écologique, eh ben, il mieux vaut investir dans une start-up ou une PME que vous trouverez sur Tudigo ou sur une autre plateforme que dans un produit immobilier qui a toute son utilité, qui aura... qui a l'intérêt d'être beaucoup moins risqué, mais voilà, vous ne participerez pas à ces grands enjeux-là. Voilà, donc il faut chacun à sa place, mais en tout cas, moi je pense vraiment que les moyens publics, les incitations publiques, elles doivent être données là où il y a de la difficulté, là où ça ne se fait pas tout seul si on n'y met pas justement des moyens publics. C'est pour ça qu'on a fait BPI France notamment, et donc là où c'est très risqué. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus risqué d'investir dans une start-up qui fait la transition écologique, ou encore pire, une start-up deep tech, qu'un produit immobilier qui est relativement peu dangereux. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour tous les messages que vous avez passés. Et merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci.